Je le disais, une fois n'est pas coutume, le thème, la thématique de la petite question impérative du début d'émission, elle-même depuis le début de la semaine, les vaccins. Il faut dire que l'actualité est riche en la matière. Derniers épisodes en date à commenter, donc à analyser, sur lesquels réagir, madame, monsieur. Regardez, c'était une interview au Figaro. Donc cette annonce, voilà, avec laquelle hier soir on s'est couché ou ce matin on s'est réveillé, selon laquelle cette annonce du directeur général de Sanofi, le Britannique Paul Hudson, qui a annoncé que son laboratoire commencerait à mettre en flacon en juillet le produit de Pfizer et BioNTech dans son usine de Francfort. Donc voilà, Sanofi qui va donc produire au-delà de 100 millions de doses pour, en tout cas sur le second semestre 2021, produire le produit de son concurrent. Et c'est pas la seule actualité, voilà, qui rebondit quasiment toutes les heures. Hier, on évoquait le coup de gueule de la Commission européenne contre le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca qui, semble-t-il, ne livrait pas les doses promises. Voilà, le laboratoire réagit en la personne de son PDG, Pascal Soriot. Alors voilà, le laboratoire n'est pas français et le PDG est français. Sur Sanofi, c'est un laboratoire français avec un PDG anglais. Mais voilà, ça c'est l'Europe, c'est la mondialisation, c'est normal. Donc le patron d'AstraZeneca qui renvoie Bruxelles dans ses buts, entre guillemets, en disant c'est pas de notre faute à nous, c'est la faute de Bruxelles qui a été plus lente à faire passer les commandes, etc. Donc c'est normal qu'on serve les Britanniques avant, qui ont réagi bien plus rapidement. Alors on savait qu'on vivait dans un monde un petit peu fou quand même depuis quelques mois, depuis quelques semaines, à plein d'égards, a fortiori sur les questions de vaccins et de pharmacie. Que vous inspire l'un et l'autre cette espèce d'une part, ce truc assez incroyable d'un géant de la pharmacie qui va produire le produit de son concurrent, et d'autre part, voilà, un client et un fournisseur qui s'engueulent sur la place publique, et pas n'importe quel client, l'Union européenne, pas n'importe quel fournisseur, un géant de la pharmacie. Véronique. Première réaction, d'abord, c'est un rappel de l'enjeu autour de ces vaccinations, qui est absolument essentiel. On voit bien d'ailleurs que quand on parle avec les économistes, les stratégistes, avec tout un tas de les chefs d'entreprise, il y a une seule politique économique, c'est la vaccination, cette année. Voilà. Bon, donc l'enjeu est là. Après, effectivement, les besoins sont de toute façon là, qui est un mouvement de solidarité entre les entreprises, effectivement, du secteur pour fournir cette demande. Me semble plutôt bienvenue. Ça va peut-être assurer aussi sur la capacité de Sanofi à participer à ce processus, parce que c'est quand même une grande frustration, effectivement, de ne pas avoir ils ont toujours leur filière. Autant Institut Pasteur a abandonné, mais Sanofi est en retard, mais n'a pas abandonné, et son patron le répète, le redit dans cette interview. Voilà. Après, si je veux faire du politiquement incorrect, je veux dire, c'est dommage que ce soit à Francfort qu'on aille produire ces doses supplémentaires. Non, voilà, je pense qu'effectivement, tout le monde sera rassuré si on arrive à garantir la capacité de produire et de fournir les besoins qui sont partout très importants. Juillet, c'est un peu loin néanmoins par rapport à l'impératif. Apparemment, c'est compliqué de changer les lignes de production avec ce qu'on a l'air de dire, ce qu'on peut comprendre. Ce qui est assez paradoxal, parce qu'en fait, la production ou la formule vaccinale a surpris tout le monde. Elle a été découverte beaucoup plus rapidement et validée beaucoup plus rapidement que ce qu'on pensait, mais on n'avait pas imaginé... Le processus industriel de production et finalement, ce soit là que le bas blesse. Compliqué. Bon, mais enfin, l'essentiel, c'est que les choses se mettent en route, et puis effectivement qu'on arrive à rassurer aussi les populations sur ce processus. Voilà. Sur la supposée opacité des relations, des contrats entre laboratoires et clients, en l'espèce l'Union européenne, Jérôme, et qu'avec ces espèces de règlements de compte par voie de presse interposée. Sur ce sujet-là, c'est un sujet de gestion de la pénurie. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, chacun essaye de tirer la couverture à lui en passant les commandes pour être capable de vacciner le plus vite possible sa population. Et en fait, à toutes les échelles, c'est le système D. Donc c'est le système D entre l'Union européenne ou les États membres de l'Union européenne et les contrats de fourniture en disant tu m'en mets, je vais être prioritaire, oui mais t'as commandé après les Anglais, après les Américains, après les Chinois, ce que tu veux. C'est aussi le système D au niveau local français, puisqu'il y a des centres de vaccination qui ont été montés par des municipalités, j'ai un exemple là où j'habite, qui a été dimensionné à la demande du ministère de la Santé et du préfet, après revalidation pour une capacité de 1300. Et il apprend après coup, après avoir monté tout ça, mobilisé des ressources médicales et tout, qu'il a 400 doses par jour. Et du coup, on se fournit en allant chercher dans les hôpitaux alentours qui, eux, ont plus de livraisons
par l'État que de gens ou de capacité à injecter. Et donc vous avez des camionnettes qui essayent pendant les fameux 5 jours ou quand ça sort du supercongélateur, c'est encore valide, de se grouiller. Et puis vous avez le gouvernement qui dit qu'il faut faire 6 doses dans un flacon qui est prévu pour 5. Enfin voilà. Donc c'est système dégénéralisé. Et jusqu'à ce qu'on ait escaladé industriellement ces capacités de production, qui est tout l'enjeu de ce partenariat entre Pfizer et Sanofi, eh ben, on va être dans ce jeu-là, à coup d'effets de com', d'annonces, pour essayer de cette course au vaccin, entre guillemets, et à la fourniture du vaccin. Est-ce que c'est une bonne... Oui, pardon. Voilà. Je voudrais aussi rebondir sur l'enjeu industriel. En fait, ce partenariat est très, très emblématique des évolutions que la pharmacie a connues au cours des dernières années. On avait l'habitude d'avoir des big pharma, comme on dit, qui avaient leur R&D et qui poussaient des molécules dans le pipeline, comme on dit, et puis ça tombait où ça allait faire sa preuve de concept, puis ça passait toutes les preuves jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché, et puis quand vraiment c'était tombé dans le domaine public, elle passait la fabrication à des sous-traitants pour faire des génériques. Voilà. Ça, c'est le monde d'avant, entre guillemets, de la Big Pharma. Le monde nouveau, mais il ne date pas de la crise, il date de bien avant, c'est qu'en fait, il y a tellement de pistes possibles, notamment avec l'introduction de la génétique et des formulations complexes, que finalement, vous êtes obligé d'être très mobile en R&D, et vous avez plein de biotech, donc c'est du capital risque pur, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des milliards dans une biotech, et puis si elle ne trouve rien, et c'est perdu. Et donc, c'est du capital risque qui est financé, que les Big Pharma n'avaient pas forcément les moyens de financer, notamment avec la pression réglementaire sur l'accessibilité de leurs vaccins, l'inversement dans le domaine générique qui fait qu'elles ne pouvaient pas traire les vaches des molécules qui fonctionnaient aussi longtemps qu'elles auraient voulu pour financer leur modèle économique de R&D. Et donc, en fait, ces partenariats biotech, Big Pharma sont essentiels et ça marche ou ça ne marche pas. Il y a du rachat et là, il y a du partenariat industriel parce que entre développer une molécule et avoir l'autorisation de mettre sur le marché, et la produire de façon fiable à l'échelle industrielle, c'est deux savoir-faire complètement différents. Et donc il y a bien besoin de la réunion de la R&D. D'ailleurs, on voit bien que ce n'est pas Pfizer qui a trouvé le vaccin, c'est une biotech allemande, avec les deux Turcs à leur tête, chercheurs turcs à leur tête. Et donc il y a bien la R&D et ensuite l'escalade industrielle, et c'est finalement pas les mêmes investissements, pas les mêmes savoir-faire. Ce type de partenariat est indispensable. Oui, est-ce qu'on peut préciser, je lisais ça avec intérêt ce matin, je fais un commentaire à propos du Pasteur bashing et du Sanofi bashing qui sont soit dans les choux, soit très en retard, c'est que ce qu'on apprend scientifiquement avec une filière qui ne marche pas est aussi très important en fait par rapport à la suite dans ce type de technologie ou dans d'autres, et donc c'est jamais perdu pour la science. Et l'exemple de Sanofi qu'on donne sans être trop long, qui évidemment continue sa filière de R&D sur les sujets, si on a mutation des coronavirus et qu'on doit apprendre à vivre avec pendant des dizaines d'années, voire à l'échelle humaine et notamment des échanges internationaux sans jamais vraiment s'en débarrasser, on aura besoin de continuer à avoir une R&D extraordinairement active. Et exactement comme on adapte le vaccin de la grippe tous les ans, la grippe classique, parce que le virus mute, on va avoir besoin d'une filière de vaccins contre les coronavirus au sens large et les différents variants qui peuvent se développer pendant 10, 20, 30 ans, 50 ans maintenant, jusqu'à ce qu'on réussisse à les éradiquer complètement. On l'a fait avec la polio. Voilà. Et donc là, on est effectivement, le trop tard sera globalement pas forcément trop tard si on parle de quelque chose de long terme. Allez, tout de suite, on va s'intéresser aux années folles.